Bonsoir, zut, un orage. Ah oui, Ah, c'est le langage orage. ouais, C'est-à-dire que ouais. Bon, alors, je dois faire des efforts. ben, alors, on est lourd. Je vous parlais voilà. Est-ce que vous avez entendu que j'ai fait pas bon, de temps à autre, il y a une confirmation qui ne marche pas. Chaque le remplissait de bonheur. Incroyable. C'était en effet incroyable. Sa raison dérisoire dans des résidus de digestion. C'est un bouquin magnifique. Frédéric Roussel, ça vient de paraître chez Elie Sellas. Ça s'appelle Grand Nord. C'est entre roman, entre texte graphique. C'est très émouvant. J'en connais pas parce qu'il l'a pas vu encore, mais il vient tout juste de Je l'ai paraître découvert aujourd'hui. et splendide, vraiment un petit bijou. Mhm. Donc Jean, il se travaille comme ça, il se promène, il va en Afrique du Sud, il va en Suisse. Comment ça se fait que tu arrives en Suisse? Alors, ben, on est tous rentrés, en quelque sorte, ou arrivés, parce que à l'âge de 57 ans, mon père est revenu. Soit il terminait sa vie là-bas, soit professionnel, soit il rentrait pour trouver du travail. Et puis, toute la famille s'est retrouvée en Suisse. Mon frère aîné est arrivé 2 ans auparavant, et puis ma sœur une année avant. Et puis j'ai retrouvé mon frère à Genève. J'ai commencé mes études de lettres. J'ai eu une équivalence par rapport à mes études sud-africaines. J'avais fait histoire, anglais et français. Et là, j'ai fait anglais et français à l'université de Genève. Ça a duré 2 ans pour faire la licence, mais le mémoire a pris beaucoup de temps et j'ai passé 7 ans sur les bancs de l'université. Mais je travaillais, je triais les colis à la poste, je gagnais ma vie, je militais dans le mouvement anti-apartheid de Suisse. Je manifestais dans les campagnes anti-Outspan contre les oranges sud-africaines pour faire le boycott. Et j'ai eu une vie Moi, j'ai très vu, agréable, il faut dire. j'ai vu ta mère danser sur des musiques Ouais, à- de Myriam Makeba et dernièrement, enfin, il y a pas longtemps. bah, Elle a quel âge? pour ses 90 ans, elle Pour a ses dansé. 90 ans, elle dansait. Ouais. C'était magnifique. Ouais, elle a J'ai- 93 ans maintenant. Et, Elle continue à danser quand elle peut, mais bon, un peu ouais, plus c'était vraiment handicapée génial. physiquement. Au niveau voyage, euh, Jean, tu connais? Ah, l'ouvrage que tu me présentes, c'est paru chez Hippocampe de David Collin qui nous a quittés il y a très peu de temps. Euh, un auteur magnifique et puis surtout un journaliste de haut vol avait, et on peut voir encore, je crois, des podcasts de son labo. Hmm. Il faisait des expériences de radio dans son laboratoire de la radio suisse romande, extraordinaire. Et on avait un point commun, c'était un amour immodéré pour Victor Ségalen, un autre, un autre breton, après Perrine Lequet. Et là, tu me présentes l'ouvrage La Grande Diagonale avec Victor Ségalen. C'est le livre de son amour pour Victor Ségalen. Et moi, dès les années, je dirais, oula, ouais, on, on est en 75 à Genève. Je commence mes études de troisième année en anglais et en français. Et je suis les cours de toute l'école de Genève avec Prousset, avec Starobinski euh, et d'autres. C'était vraiment une période d'effervescence intellectuelle. J'ai pu suivre les cours de nombreux intellectuels français et de chercheurs. Et j'ai découvert Victor Ségalen parce qu'il fallait présenter un examen à l'université de dissertation qui durait 6 heures. Et j'avais découvert Victor Ségalen. Il n'existait quasiment rien de publié de lui en 75. J'ai photocopié des quantités et des quantités et des quantités de pages issues de différentes revues
souvent très anciennes, parce que c'est quand même un auteur du début du siècle, entre les deux guerres, entre autres. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé avec Victor Segalen. C'est pour moi un des tout grands du XXe siècle. Vraiment un des tout grands. Stel, évidemment. Tibet, avec un H, un des très grands poèmes publiés au Mercure de France. Et puis les immémoriaux, surtout, publiés dans la très grande collection Terre humaine de Mallory. C'est le chant du cygne des Maoris. Il est arrivé à Tahiti juste 3 semaines après la mort de Gauguin. Ah oui? Ouais. Il était médecin dans la marine française. Il partait pour la Chine comme diplomate, médecin. Et il était surtout un écrivain. Il avait fait sa thèse de doctorat sur les synesthésies. Il est paru chez Fata Morgana avec une préface de Jean Starobaski. Et donc, Segalen arrive à Tahiti, découvre la maison de Gauguin, enlève le linteau, la maison du jouir, qu'il va donner en cadeau à son grand ami Rémy de Gourmont, un autre grand breton. Ouais. Et sur le mât de Rémy de Gourmont. C'était breton, c'était pas normand, Rémy de Gourmont. Il était normand, non? Ah, peut-être. Breton. Il faudrait vérifier cela. On vérifiera. Bref, il a mis ce linteau sur son mât. Voilà. Et donc, il a écrit un très très beau texte qui est paru aussi parce que Fata Morgana, au fond, a publié Le Double Rimbaud, parce qu'il est passé en bateau pour aller en Chine à un moment donné, lors de ses différents voyages, il est passé par Aden. Évidemment, ça évoquait plein de choses autour de Rimbaud. Et puis Gauguin, effectivement, il y a un petit texte sur Gauguin qui est magnifique. Avant de publier les grandes œuvres, comme Stel. Je montrais à Perrine tout à l'heure, quand on mangeait à la maison, je lui ai montré le magnifique ouvrage Stel, publié en Chine, qui est un Leporello qui doit faire, je ne sais pas, 10 à 15 mètres de long. Il y a un éditeur un peu fou à Paris qui a fait un facsimilé de cet ouvrage, puisqu'on parlait d'un futur livre qu'elle a en tête, absolument impossible à réaliser, qui a fabriqué. Quoique Perrine est habituée de ce genre de défi, en quelque sorte. Donc pour moi, un des plus grands écrivains du XXe siècle, c'est Victor Segalen. Je vais, un de ces quatre, je me le promets depuis très longtemps, d'aller visiter la forêt de Huelguat, où il est décédé. Il est mort là-bas, un sarment lui a scié la jambe. Il était déjà frappé par un mystérieux mal. On ne sait pas exactement quel était son mal. Il se vidait de son énergie. Il était très jeune, il avait la quarantaine. Et puis il est mort dans cette forêt exsangue, en quelque sorte, avec dans la main Hamlet. Hamlet, la pièce de théâtre. Ça m'a évoqué un autre auteur que j'ai beaucoup aimé, qui est Lorenzo Pestelli. Alors, je ne le connais pas du tout. Alors, Lorenzo Pestelli, Nicolas Verdon, dans un entretien à la radio récemment, a évoqué chez Manuel Amaury une jolie émission autour d'Alice au Pays des Merveilles, a évoqué l'œuvre de Lorenzo Pestelli qu'on n'évoque plus beaucoup. Alors, il se trouvait que justement lors de ce retour, ou de cette arrivée en Suisse, dans l'immeuble. Je vais me fumer une cigarette, sérieux, il n'a pas besoin de moi en fait. Dans l'immeuble où on habitait au centre de Genève, nous on était au 3e, au 2e étage, Lorenzo Pestelli habitait avec sa famille. Oh, il ne faut pas tomber. Et puis alors, j'ai découvert cet écrivain d'origine belge, avec une mère belge et un père florentin, qui était diplomate. Donc ça faisait un mélange assez haut en couleur, en quelque sorte, mais essentiellement florentin avant tout. Belge surtout pour ses engagements à la fois communistes et maoïstes. On est dans les années 60 avec Lorenzo Pestelli.
Et il avait publié Le Long Été. Alors, Le Long Été, c'est un livre de 600 pages, un récit de voyage à travers l'Asie. Ce récit est né pendant ce voyage. Une parenthèse, c'est quand même important parce qu'il est arrivé en Suisse grâce à Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier, il l'avait rencontré au Japon, il l'avait aussi rencontré à Ceylan, Poisson-Scorpion, le grand livre de Nicolas Bouvier, qui est une traversée d'une maladie et d'un cauchemar en quelque sorte, qu'il a vécu à Ceylan. Était un ouvrage justement important pour l'œuvre de Nicolas Bouvier. Et se sont fréquentés pendant une année au Japon. Et Nicolas lui a dit, écoute, quand tu auras fini ton grand périple à travers l'Asie, viens en Suisse, on t'accueillera bien volontiers avec ta femme Michène et tes 2 filles. Auparavant, Nicolas Bouvier, non, pas Nicolas Bouvier, Lorenzo Pestelli avait répondu à un appel des écoles dans le Maghreb. Il avait été en Tunisie, puis ensuite en Algérie, comme professeur de français après les indépendances d'Algérie et d'autres indépendances en Tunisie. Et là-bas, il enseignait le français. Et pour faire des dictées à ses élèves, il a écrit Piécette pour un paradis baroque. C'est un recueil de textes que l'Âge d'Homme a publié beaucoup plus tard, à son retour, à son arrivée en Suisse. Et de là-bas, Lorenzo Pestelli a reçu un appel, je pense transmis par l'ambassade de Chine à Alger, de chercher des enseignants de français en Chine. Donc, il part en Chine pour participer à la grande aventure de la révolution chinoise. J'ai dit tout à l'heure qu'il avait été maoïste. Et donc, il était arrivé avec sa femme et ses enfants en Chine. Et ça a duré une année, pas plus. Pas plus, parce que Lorenzo voulait participer à la révolution. Et les Chinois ne voulaient pas que les gajines, les fameux étrangers, les enseignants étrangers, ils étaient considérés comme des étrangers, participent à leur révolution. Alors, excédé, au bout d'une année, il a fait une grève de la faim sur la place Tiananmen. Il est parti, en claquant la porte de la Chine. Il est arrivé au Japon, c'est là où il a rencontré Nicolas Bouvier. Quand l'écriture approche de ce qu'elle devrait être, hop, j'ai le texte qui s'en va. Ça, c'est Nicolas Bouvier sur Lorenzo Pestelli. Elle ressemble intimement au voyage, parce qu'elle est comme lui une disparition. Loin de prétendre, comme on le croit, à une affirmation de la personne, c'est sa dilution qu'elle propose au profit d'une réalité qu'on veut rejoindre. Cette légèreté est le plus beau cadeau que la vie puisse nous faire. Mais encore, faut-il l'accepter? C'est préface au Long Été de Nicolas Bouvier. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé pour terminer cette histoire avec Lorenzo, j'ai donc décidé de faire mon mémoire sur le Long Été. C'est pour ça que tu connaissais, en fait. Eh oui. Et puis là, Lorenzo était un écrivain, un voyageur, il faut le dire. Il était toujours en vadrouille. Sa femme Michène était une pionnière dans le domaine de la psychomotricité en Suisse et en Europe. Et avait créé justement une école de psychomotricité. Et lui, il avait comme port d'attache évidemment Genève. Alors, il est parti en voyage au Maghreb et il est décédé dans un accident bête et méchant de la route en Tunisie, je crois. Il avait 42 ans, ça me dirait. Et alors j'ai pu terminer avec beaucoup de difficulté ce mémoire. Comme je disais, ça a duré. Finalement, je l'ai terminé. Et j'ai eu comme première tâche d'éditeur de travailler sur un manuscrit de Lorenzo Pestelli qui s'intitule Pour une décollation de Saint soi-même. Il avait laissé 800 pages d'un manuscrit tapé à la machine.
à l'époque avec plusieurs versions, avec un carbone, hein, il annotait. Un certain nombre de ces textes ont paru dans la revue L'Almanach du groupe Dalton. Il faisait partie d'un collectif dont on fête les 50 ans maintenant, cette année, du groupe Dalton, qui s'était séparé de l'association des écrivains suisses pour des raisons politiques. Et donc le groupe Dalton avait une revue dans laquelle on publiait justement des inédits. Alors, on m'a demandé, à l'époque, c'était un ami qui habitait, lui, au rez-de-chaussée de cet immeuble, qui avait une collection chez Zoé de récits. Il m'a dit, ben, on veut publier chez Zoé pour une décollation de Saint-Soi-Même, ce qui est devenu pour une décollation de Saint-Soi-Même. Alors on te demande, toi qui es le spécialiste de Pestelli, hein, tu fais un mémoire, tu deviens spécialiste. C'est un peu court, mais bon. On m'a demandé de faire un livre à la place de Pestelli. C'est un peu redoutable de se mettre à la place de l'autre, surtout celui qu'on aimait entre tout. Mais je l'ai fait. On m'a dit pas plus de 200 pages, donc il fallait réduire le projet. Et ça a été le premier travail éditorial que j'ai fait de ma vie, pour les éditions Zoé, où j'ai travaillé par la suite. Et juste avant la question de Laura, qui dit quels ont été les projets ou réalisations éditoriales qui vous ont le plus marqué, Nicolas Bouvier, tu l'as connu? Alors, je l'ai connu au moment où Pestelli est décédé. Ils n'avaient pas de téléphone chez les Pestelli. Hein. Nous, on avait un téléphone avec mon frère dans l'appartement juste au-dessus. Et Nicolas Bouvier débarque avec Eliane, sa femme, chez nous, pour nous soutenir, nous aider à rapatrier le corps de Lorenzo en Suisse. Ah, c'est comme ça que vous avez... C'est comme ça que j'ai connu Nicolas, parce qu'il était là pour aider au retour du corps, pour qu'on puisse enterrer Lorenzo ici, à Genève. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Nicolas, dans des circonstances un peu particulières, il faut dire. Hein. Et après, vous avez continué... On a continué à garder plus ou moins contact, surtout quand j'ai commencé à travailler chez Zoé, où il a publié Le dehors et le dedans. Comme j'ai bien connu Maurice Chapaz, qui est un grand ami de Lorenzo Pestelli, qui venait souvent à Genève rendre visite. Et j'ai fait la connaissance de Maurice aussi à cette époque-là. Donc oui, j'ai pu connaître Nicolas très très tôt, effectivement. C'était on ne peut pas dire que c'était un auteur du voyage, c'est un auteur dont le voyage lui a donné les matériaux de son œuvre. Il prenait 5 ans pour écrire ses livres, une fois que le voyage était terminé. Donc, effectivement, on a beaucoup dit de choses sur Nicolas Bouvier, en faisant une mythologie parfois un peu poussée sur le voyage. Alors, la revue 7, 7 Info, c'est 7 Info. Hein. Oui, 7 Info. Ils ont un numéro spécial sur Bouvier, et c'est vraiment génial parce que justement, ça rétablit un petit peu ce qu'était Bouvier avec des proches qui l'ont connu. Et ça, vraiment, si vous ne connaissez pas cette revue, il faut l'acheter. Elle est vraiment géniale, cette revue. Oui, elle est très très bien, je confirme. Voilà. Et donc, quels ont été les projets de réalisation éditoriale qui vous ont le plus marqué? Que j'ai réalisé moi. Par exemple. Oui, celles qui t'ont marqué, c'est pas celles que j'ai faites. Hein. Bon, comme je vous ai dit, il y a Pestelli, hein, Ouais. pour une décollation de Saint-Soi-Même. Il y avait chez Zoé une collection qui s'intitulait Littérature d'émergence. Et donc ça m'a fortement marqué parce qu'il s'agissait d'ouvrir le catalogue des éditions Zoé à l'époque aux littératures africaines, entre autres, anglo-saxonnes. Donc, par exemple, Bessie Head, une auteure du Botswana, dont on a publié 2-3 ouvrages à l'époque. Noureddin Farah, grand auteur somalien, exilé de Somalie, pour avoir été justement un opposant au régime de Siad Barre. Et chez Zoé, on a publié une trilogie sur la dictature de l'époque. Et qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est que Noureddin Farah, je l'ai retrouvé des années plus tard au Salon du livre africain de Genève, où il était invité. Et il était invité, 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 et il était invité,
et avec André Brink et Wole Soyinka autour de la table, hein, ça faisait une brochette de nobelisables et nobelisés extraordinaire. Et puis là, il m'a dit à la fin de cette rencontre, je te propose de publier la traduction de mon deuxième roman que j'avais renié en quelque sorte, qui lui a valu son exil de Somalie. Ah ouais. Et c'était un roman tout à fait le contraire du premier qu'il avait fait, issu de la... Je ne me rappelle plus le titre. Bref, on retrouvera, qui était Le portrait d'une femme extraordinaire. On a cru au début que ce roman-là avait été publié par une femme, écrit par une femme. Tellement le point de vue était fort. Hein. Il a toujours eu des personnages, Noureddin Farah a toujours eu des personnages de femmes importants dans ses romans. Celui-ci raconte l'histoire d'un homme qui est un macho de la tête aux pieds, qui tombe amoureux, qui est somalien, qui tombe amoureuse d'une Britannique, et qui est totalement indécis s'il va l'épouser ou pas. Alors, ça n'avait été pas très bien reçu par la critique, ni par le lectorat. Bon, on se disait, mais c'est quoi ce roman qui fait un peu l'apologie du machisme? C'est une lecture un peu courte, je dirais. Et donc, il a dit, ben, je vous propose, et on l'a publié dans une collection qu'on démarrait de littérature africaine nord-sud, avec 8 éditeurs du nord et du sud. Première fois que Noureddin Farah a été traduit en français, publié à travers toute l'Afrique, et puis aussi le Canada. Donc voilà, ça c'est un beau projet. Julien H qui pose la question, qui dit une aiguille nue. Exactement, merci beaucoup. Une aiguille nue, c'est un magnifique roman. C'est très beau. Ah non, Une aiguille nue, c'est le roman qu'on a publié, nous. Tandis que Né de la côte d'Adam, je crois que c'est le premier livre qu'il a publié. Non. Merci, Julien. Merci beaucoup pour cette précision. J'avais oublié le titre, là. Julien, on l'a rencontré, il est venu à Lausanne. Et pour les 40 ans des éditions d'Amba. Non, pour l'exposition Maspero. Justement, c'était les 40 ans des éditions d'Amba. Ah non, c'était pour l'exposition Maspero avec Niels Anderson. Voilà. Parce que Niels Anderson, il a été éditeur aussi, puis il a publié chez Amba. Et Julien était là avec Edwy Plenel, avec Annie Morvan du Seuil. Et on fêtait aussi quelque chose dans Amba. On a toujours fêté plein de choses, de toute façon. Puis on n'a pas fini. Hein. On avait une exposition justement des éditions d'Amba. À la librairie Humus, voilà. Et à la galerie Humus. Et vous aviez élaboré un titre magnifique pour cette exposition. C'était l'Itinérante qui avait organisé cette... Notre mémoire flanche. Cette exposition. Donc il y avait dans la librairie et les deux Michel... Michel Froidevaux et Michel Pennec. Donc Michel Froidevaux de Humus, qui s'occupait de la galerie et qui est décédé récemment, qui est décédé tout comme dernièrement. David. Voilà. Et Michel Pennec, le libraire, qui est toujours à la librairie Humus, nous avait laissé un espace incroyable. On avait été obligé d'aller vider avec Michel Froidevaux et Michel Pennec, on a été vider les réserves, enfin c'est eux qui l'ont fait, ils ont vidé toutes les réserves parce qu'ils n'avaient jamais eu une expo aussi grande. C'est une expo qui avait été montée, Julien connaît bien, grand souvenir, voilà. Cette expo qui a été créée avec les éditions à plus d'un titre qui sont à Lyon, Alain Léger, enfin voilà. Et cette expo qui prenait tout l'espace. Et en même temps, on avait tous les livres de la maison d'édition Niels Anderson, qui est... Alors, Niels Anderson avait créé en 1900... Non, c'était en 1961. Hein. Il avait créé une maison d'édition. La Cité Éditeur. La Cité Éditeur. Il était tapissier, parce que son papa, qui était tapissier suédois, établi à Lausanne par amour pour sa femme, jamais pris la nationalité suisse, son papa.
lui avait dit il faut un métier. Donc, il est devenu tapissier. Mais son bonheur à lui, c'était la littérature et le théâtre. Et un grand ami à lui lui a dit mais écoute, il y a un manque énorme en Suisse romande, c'est qu'un certain nombre de maisons d'édition importantes en France ne sont pas diffusées ni distribuées. Il avait 21 ans, il ne connaissait pas le métier de diffuseur ni de distributeur, mais il a dit il faut faire ce travail. Il manque des maisons, la présence de maisons d'édition comme Maspero, non, oui, Mais comme, ouais, Minuit, Minuit et d'autres, l'Arche. l'Arche. Ouais. Donc il faut aller à Paris et tu leur demandes. Je crois que c'était Canova qui lui avait. Voilà, Canova, C'est ça. Hein. exactement. Mm. Grand ami. Qui est décédé aussi, pareil, il n'y a pas très longtemps. Oui. Et alors, Juste après Niels que va taper à la l'Expo porte Maspero. de Minuit, va taper chez l'Arche, Incroyable. et ces maisons-là lui font confiance. Ah oui, c'est un truc qui est assez fou en fait. C'est quand il a rencontré, comment il s'appelle de Minuit, Jérôme Lindon. Jérôme Lindon, en fait, il dit tout s'est fait sur la confiance. Il dit je vais le voir, puis bah, ça a passé aussitôt, on n'a pas eu besoin de contrat. On a dit ok, ça marche, et c'était parti quoi. Et donc il a diffusé Minuit, vas-y, je te laisse continuer. Alors, il a diffusé Minuit en Suisse, hein, et il y a eu la guerre d'Algérie. Ah ben voilà, ce que dit Julien. Il y a eu la guerre d'Algérie, et Minuit a dit ben, le grand livre de Henri Alleg, hein, La question, sur la torture en Algérie, avait été interdit en France, et donc ce livre n'était plus disponible nulle part. Il a dit ben, il faut que tu deviennes éditeur maintenant, où tu trouves solution en Suisse pour publier La question. C'est dommage que Jacqueline soit partie parce on s'est retrouvé avec Niels Anderson et Jacqueline Pecker qui étaient là tout à l'heure, et ensemble ils ont évoqué la manière dont ils portaient les valises à ce moment-là, et certainement qu'ils se sont croisés à Paris sans le savoir. C'est vraiment très drôle. Ah, et donc le métier d'éditeur, la cité éditeur, qui était la cité diffusion, qui est devenue la cité éditeur, a démarré pour Niels Anderson à ce moment-là. Il a fait 39 livres dans sa vie, c'est 10 ans d'éditeur, ce qui est peu, mais qui a marqué fortement le destin, un destin particulier de l'édition, de l'édition engagée que Julien H connaît très bien, puisqu'il a travaillé sur ces sujets. Et donc, il a publié d'autres auteurs algériens. Hein, Minuit avait donné la maquette. D'accord, oui, waouh, effectivement. Et puis, le livre était aussi quand même imprimé en France de manière clandestine. Hein. C'était pas uniquement en Suisse. Ah, c'était pas uniquement en Suisse. Ouais. D'accord. Ouais. Et puis, alors, c'est comme ça qu'a démarré un pan de l'édition du catalogue de la cité éditeur, hein, donc un catalogue algérien. Et puis, en même temps, il s'est lancé dans l'édition de théâtre, hein, donc le TPR, le Théâtre populaire roman à la Chaux-de-Fonds, où il y a eu des pièces de théâtre fort intéressantes qui ont été publiées. Ensuite, quand la guerre d'Algérie a été terminée, entre autres par l'entremise de la Suisse, il y a eu tout un pan important. Des gens comme Favreau ont participé à la négociation pour la fin de la guerre en Algérie. Je vous fais voir le bouquin qu'on a édité en fait, je suis en bas. Ça raconte justement son aventure. Qui raconte toute l'histoire de la cité, entre autres. On avait publié aussi un ouvrage dans la collection d'histoire de François Vallotton, Mémoire éditoriale, sur la cité éditeur. Ensuite, c'est bien, on a tous les bouquins là. On a tout à disposition. On a tout à disposition. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il s'est diversifié, Niels Anderson, avec la publication d'ouvrages maoïstes. Il était quand même maoïste. Hein, le petit livre rouge. Le petit livre rouge de Mao. Il a été tapé à la porte de l'ambassade à Berne pour dire tous les partis communistes en Europe, essentiellement sous la férule stalinienne, en quelque sorte, sont contre la pensée maoïste, et il faudrait quand même que pour qu'un débat démocratique puisse se faire, il faut que les œuvres chinoises apparaissent et soient diffusées et distribuées. Mais ça, il a eu des problèmes quand même, Niels. Alors,
ça, tout au cours de ces années-là, la police suisse le surveillait discrètement dans un premier temps. Ils n'avaient rien contre son militantisme algérien, parce que finalement la Suisse a joué un rôle quand même non négligeable. Mais il le tenait un peu sous surveillance. Il y avait quand même la circulation d'argent, et entre autres de El Moudjahid, par exemple. El Moudjahid est imprimé euh, en Suisse et distribué ensuite en France de manière clandestine en passant par la frontière. Euh, il y a un photographe que nous avons publié, Jean Maïra, qui est un ami à Nils Anderson. Il s'est fait attraper à la frontière, je crois, à Valorbe, et puis emprisonné en France à Besançon pendant une année pour activité clandestine. Julien nous dit, Julien H, il n'y avait pas d'ambassade de Chine ailleurs en Europe au départ, sinon à Bruxelles. Le contact était privilégié. Pardon. Alors il a été voir quoi, le consulat? Je sais pas, je sais que dans les rapports de police, il y avait une histoire de voiture. On avait repéré sa voiture, puis en fait il disait mais j'avais pas de voiture comme ça, mais on avait gonflé en fait l'image de sa voiture, qui était pour faire croire que, enfin il était en contact plus ou moins avec les Chinois, mais de manière pas très bien quand même. Alors, mais quand son engagement du côté maoïste se fait de plus en plus fort et pressant avec une activité politique locale, il n'était pas citoyen suisse. Son papa n'ayant jamais pris la citoyenneté suisse. Donc il était suédois. Suédois. Il a même fait son service militaire en parlant très peu suédois, parce qu'il fallait remplir ses devoirs civiques. Et puis, la police suisse l'a menacé en lui disant si vous continuez votre activité de militantisme, on sera vous expulser de Suisse si ça dure. Puis il a continué, il a persisté. Et alors, il se fait expulser de Suisse en 1967, je crois. Et que faire quand on s'appelle Nils Anderson, qu'on n'a plus de travail, qu'on n'a plus de maison d'édition? Elle a été reprise par Vladimir Dimitrievitch, qui a signé un chèque sur le coin d'une table pour racheter la cité éditeur. Ça lui a permis de lancer ce qui est devenu l'Âge d'Homme par la suite. Grâce à ça, il y avait des bureaux, il y avait toute la diffusion et la distribution, dont l'Âge d'Homme a continué le travail pendant toutes ces années. Et donc, il se trouve en Belgique, et puis il répond à un appel pour partir à Tirana, la radio, en Albanie, pour travailler pour la radio, pour les émissions francophones. Ça, c'est Nils Anderson et son histoire qui a marqué très fortement l'édition de lutte contre le colonialisme, entre autres. Et il a poursuivi son militantisme et son activité à Paris. Il continue toujours. Il continue toujours. Il a un blog. Bon, il a eu une phase où, après l'Albanie, il est arrivé en Suède et il est devenu le diffuseur et le distributeur le plus important de la littérature et des maisons d'édition françaises en Suède. C'est très amusant. Quand on était avec Jacqueline, et puis lui, on parlait de Yasmina Khadra, qu'ils ont connu tous les deux. Enfin, bref. Voilà. Oui, il y a un blog. Il y a un blog de Nils Anderson, en fait, qu'on a commencé suite à l'apparition de son livre. Et puis régulièrement, il met des articles dessus. Donc ça, je vous invite à aller voir ce blog. On était très contents parce que Mémoire éclatée a été réédité en Algérie par un éditeur algérien. Et j'ai eu le bonheur d'aller au Salon d'Alger. Au Salon d'Alger, entre autres, pour l'inauguration, le lancement de ce livre. Ouais. On te pose encore la question, quel livre auriez-vous rêvé d'avoir publié? Ou rêves-tu de publier? Voilà. La question piège. C'était la question piège. Ding ding. On va faire un truc comme ça. La question piège, on va appeler ça. Bon, Victor Ségalen, bien sûr, mais bon, ça c'était déjà vieux. Mais c'est un rêve qui. Mais il y a des inédits. Non, c'est tout.
quasiment tout est publié. Il y a une pléiade, il y a des volumes entiers qui ont été publiés. Tout ce que j'avais photocopié a été publié. Effectivement, ça aurait été un magnifique projet à l'époque. Mais il y en a d'autres alors. Alors, des auteurs comme Ségalen, non, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Non, mais d'autres auteurs que ces Ah, gars. d'autres auteurs. Oui. Ils sont pas à la hauteur. Non, non, je dis pas ça. C'est vrai que j'ai des hiérarchies. Hein. Je suis désolé. Je pose, Ouais. je pose certains auteurs sur un piédestal. J'ai Mais mon- il y a aussi il y a pas que des auteurs de littérature ou des poètes. Il y a aussi des gens comme Simondon, comme ça, Non. toi, tu m'en as parlé. Non, moi, j'ai fait des magnifiques découvertes toutes ces années, effectivement. Et puis ensuite, il y a des éditeurs qui ont fait le relais. Quoi. Bernard Stiegler a été pour moi un magnifique passeur, en quelque sorte, pour connaître. Tout comme Kenneth White, que j'ai connu. Bien parce que j'ai lancé sa revue de géopoétique Ah ouais? chez Zoé. Non. Ouais. C'était quoi? La revue de géopoétique. Ah, c'était. J'étais chez Zoé responsable de la diffusion et de la distribution pendant 13 ans. Et puis on avait lancé effectivement la diffusion et la distribution de livres africains, ce qui a mené quand même à l'existence du Salon africain à Genève, ce qui n'est pas une mince affaire parce que ça existe encore maintenant et c'est extraordinaire. Ça a été vraiment un ferment en quelque sorte. Et donc, qu'est-ce que je dis? J'ai perdu le fil déjà. Kenneth White. Kenneth White, voilà. Alors je suis tombé amoureux de Kenneth White, complètement, je ne sais plus pourquoi et comment. J'ai dû lire un petit recueil de poésie publié par Alfred Abel, un magnifique éditeur qui avait commencé à Lausanne, puis ensuite qui a été à Paris. Et j'ai appris par un libraire au Rameau d'Or à l'époque qu'il venait faire une signature pour un ouvrage qu'il venait de publier, que sa femme avait traduit en français. Et donc, pour lui faire... Alors, moi, j'étais déjà un fan absolu de Kenneth White à l'époque. Ah oui, c'était Maurice Nadeau. Ah oui, Maurice Nadeau. Maurice Nadeau a publié 2 livres de Kenneth White, le tout premier. Et en parlant de Maurice Nadeau, en attendant Nadeau, regardez, il y a une critique aujourd'hui de Maxime Patry. Je ne sais pas si Maxime t'es là, mais j'ai vu ça passer sur mon fil Facebook. Il faut que je regarde, mais j'ai vu Maxime Patry en attendant Nadeau. Alors, s'il y a un découvreur devant l'éternel de l'édition, c'est bien Nadeau. Nadeau. Oui, on est d'accord. Gombrowicz, Ouais. et puis le tout grand, là, bref, les noms m'échappent. Mais il y avait Kenneth White, publié chez une collection qu'il avait chez De Noël, parce que Nadeau a été dans plusieurs maisons d'édition, avant de créer sa propre maison d'édition, dont j'ai diffusé les ouvrages, parce que chez Zoé, on diffusait Harmonia Mundi. Harmonia, ouais. Oui. Alors, au fond, ma vie est faite de coïncidences extraordinaires, de rencontres. Ouais, je sais pas si c'est une coïncidence. Si. Tu les cherches quand même un peu. Non, les coïncidences se tissent. Tu cherches la coïncidence. Non, il faut savoir les saisir, peut-être. Oui, peut-être. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Amoureux de Kenneth White, je savais qu'il faisait sa thèse de doctorat à Paris, comme on fait parfois. On fait une thèse de doctorat sur la base d'articles publiés et de livres publiés. Donc, il a réuni plus de 600 pages. J'ai fait venir sa thèse de Paris. J'ai tout photocopié. Et puis, dans cet immense amas de textes de Kenneth White, ça s'appelle le nomadisme intellectuel. Il en a tiré au moins 6 livres chez Grasset par la suite. Il en a publié des extraits. Il y avait des auteurs comme Gary Snyder, magnifique poète de la côte des États-Unis, de la Californie. Il y a Ginsberg, bref, tous les grands poètes. Et puis Ségalen, évidemment. Il avait publié un livre de Ségalen, je crois, chez Alfred Abel, en plus, notre ami. Kenneth White. Alors, j'apprends qu'il vient pour vernir un livre au Rameau d'Or, et moi, j'avais tous ces ouvrages.
j'avais des documents qu'on ne trouvait plus du tout. Il y avait un livre de poésie sur un papier Chine, ouais, qu'on trouvait en Chine, double, relié à la main, cousu. Et il est arrivé à Genève, il voit une vitrine entière de ses livres. Puis c'est quoi ça? Moi, je voulais lui faire ça surprise, hein. Je ne connaissais pas. Et puis il a vu ça, puis il a trouvé ça magnifique. On a fait connaissance. Il m'a dit, ah, mais j'ai un magnifique projet que je veux lancer. Je cherche un éditeur pour ma revue Ben voilà. de géopoétique. Était- Et j'ai convaincu Marlise Pietré de le faire. Je crois qu'elle s'est un peu mordu les doigts par la suite parce que ça n'a pas été une entreprise très florissante, qui n'a pas rapporté beaucoup d'argent. N'empêche que, Ça rapporte pas toujours de l'argent. non, non. Ouais, Mais ça a été une belle aventure, en quelque sorte. ouais. Mais c'est pas vraiment un hasard alors, hein. Quand Non, tu- mais il y a une constellation d'auteurs, Mhm. effectivement, hein. Il m'a permis de découvrir, d'approfondir mon amour pour, euh, pour Victor Ségalen, entre Mhm. autres, hein, parce que son texte était magnifique. Mais il y a eu d'autres Français qui ont été importants pour découvrir Ségalen. Alors, Euh, Juste, voilà, on avait un format d'une heure à peu près. Bon, on est pas mal. Euh, on a juste abordé le début, hein. Je pense, Jean, qu'il va falloir qu'on se revoie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, on est très très loin d'avoir commencé à aborder. on a égratigné certaines On choses. a égratigné, voilà, c'est ça. On a commencé juste à égratigner, à sortir un petit peu sous le vernis. Et, oh, quelle est la prochaine aventure? Ah, Ah, voyons. quelle est la prochaine aventure? La retraite active. Bon. Écoute, on parle de la prochaine aventure la prochaine fois. Kate, oui. Tiens, je te demande si tu peux me lire ça. Tu connais cet auteur ou pas? Du coup. Parce qu'en anglais, c'est chouette quand même. Parce que je vous ai lu de l'anglais, hein, mais vous avez vu comment je parle. Lequel? Si. Ah, celui-là, là, hein. Comme je parle mal anglais, je parle pas anglais. Donc, c'est un texte d'un auteur euh, de l'Afrique de l'Est. Il s'appelle Bahadur Tedjani. Alors là, j'ai jamais lu ce texte, hein, mais Ouais, tu vas le lire. je vais essayer, hein. Je suis pas un lecteur. The Analogy. Tonight, in the beggar, I saw the whole of my country. Tied were his hands, ashamed of use, for leprosy. Sunk was his body, eaten with corruption of the worm. Like the chattered snake, once liquid, now pounded by innumerable feet, he dragged himself, moistening the pavement in the process. What may I give? A bullet in the brain to end the throes infinitely greater than death? Or pity? Is he cheating? Voilà. Donc voilà, ça c'est toujours extrait De l'anthologie d'Alingfeld. d'Imfeld. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, Bon. allez. On vous dit. Ah non, 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 attendez. Quoi donc? Et j'ai fait un truc. J'ai Il fait y a un un truc. côté jouissif, hein, dans ce Mais Twitch. c'est incroyable, hein. Et j'ai fait un truc incroyable. Vous savez, le pic élu. En général, je prends un bouquin derrière, et puis je regarde pas, je vous lis un extrait, et vous gagnez le bouquin si vous avez trouvé l'extrait. Là, c'est un peu facile, je les connais tous. Je sais où ils sont. J'étais en chercher un. Je sais ce que c'est, par contre. Et je vous lis un extrait. La personne qui découvre soit l'auteur, allez, je vous donne une piste, soit l'auteur, soit le traducteur. Bon, l'éditeur, c'est chez en bas, hein, donc c'est la deuxième piste. Soit l'auteur, soit le traducteur, ou la traductrice. L'auteur, c'est auteur E, a gagné un livre que je lui enverrai et on discutera avec pour savoir quel livre vous voulez. Rapace mort. Le tronc, une rafle, hein, sans regard, glaireuse. Les billes de verre des yeux. Vol en piqué de février.
On appelle cela pariade. Désir arrêté sur ce moignon de branche. Amour tombant en flèche dans la mort. Crispé sur rien, les cerfs. Flétris, les ailes d'archange. Le duvet. Si le vent souffle dessus, vibre, sans butin, l'amour. Voilà. Donc si vous trouvez l'auteur, le titre, la traductrice ou le traducteur, bah vous avez gagné un livre. Je vous dirai la prochaine fois. Je sais pas quand est-ce qu'on se revoit en fait. Je vous donne une piste. Ah, non. Non? Bon, vas-y. Vous connaissez peut-être pas l'Escampette, la maison d'édition, dont l'éditeur est décédé il y a 2-3 ans, et qui aimait beaucoup cet auteur. Il aimait beaucoup. Je ne savais pas. Voilà, vous avez la piste. Alors, là. Et si vous ne gagnez pas, c'est pas de ma faute, c'est pas de Un la faute auteur de gens. de Suisse, effectivement. Ah, là, c'est plus que des pistes. Non, mais hein. aux éditions d'en bas, c'est une évidence. On a quelques auteurs qui ne sont pas suisses, mais la Oui. majorité sont suisses. D'accord. Ou Et, vivent en Suisse. Voilà. Et l'auteur et traductrice ou traducteur, ils vivent en Suisse. Oui. D'accord. En général. Pas Non, mais toujours. là, ces deux-là. Ils sont tous en Suisse. Bon, l'auteur est décédé. La Ah. traductrice, non. Elle est Ah, très connue. Alors là, vous avez franchement beaucoup de pistes hein, quand même. Vous savez que l'auteur est décédé, que c'est une traductrice. Ouais, franchement. Et que c'est chez en bas. Il suffit de regarder le catalogue d'en bas, vous allez trouver. Bon, Oh, il y a des fausses pistes là, en quelque sorte, ou bien des pistes qui sont. et on se donne rendez-vous, je sais pas quand. Il y a des. C'est pas des rendez-vous réguliers là, avec heure fixe. Ah bah si, tiens, on pourrait fixer demain soir, tu veux, Jean? Non. Non, Non, parce que c'était une blague. je veux un peu une pause. C'était juste une blague. Non, Mais volontiers, une autre fois. D'accord, mais moi aussi volontiers. Mais comme là, on a des lectures tous les soirs, des rencontres tous les soirs, c'est vrai que puis j'ai un atelier de bibliocréativité aussi jeudi. Ça va être, c'est un peu difficile, mais on va trouver un moment et puis peut-être une ou un invité ou oui vous pouvez vous abonner à la chaîne. J'avais un verre qui était là. Il est passé où mon verre? Je vous fasse voir quand même. Je vais pouvoir vous ramener en voiture à la maison. Parce que j'ai pas mon cendrier ni ma plume. Donc voilà. Il y a une cloche, effectivement. Poussin Tortue dit qu'il y a une cloche. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aller sur la page Facebook de la chaîne. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, on se revoit bientôt. Ah oui, la vidéo, donc pendant un mois, vous pourrez la regarder. Et puis, à très bientôt. Au revoir, Salut. Kate. C'était sympathique. C'est drôle, ce Twitch. C'est drôle, hein?